Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes. Et j'ai nommé Serge. Il est là. Les gars, comment ça va ? Franchement, plutôt bien. Hein. Ça va, Très bien. ça va. Très bien. J'ai remarqué que vous ne me posiez jamais la question à cette question. Ah, bien. Et toi, comment ça va? J'ai besoin d'une oreille attentive, les gars. C'est comme Non, ça. Là, tu prends un témoin les auditeurs pour nous faire passer pour Je me sens comme des gens pas bien. c'est mon petit côté Calimero. Quand je suis rentré dans notre petit studio, là, qu'est-ce que je t'ai demandé? C'est vrai. Comment ça va? Ouais, c'est vrai Comment qu'on s'est passé ta journée? on a quand même toujours une petite discussion avant de démarrer. Voilà. Alors que lui, il ne nous demande pas dans la vraie vie. Hein. Voilà, tu Il vois. attend d'être à l'antenne une fois par semaine. Ouais, beau gosse. Tu es démasqué. Ouais. Ça invente des histoires. Allez. Mais peu Allez. importe. Je vais très bien, les gars. Je vais très bien. Fatigué, mais bonne fatigue, comme je l'ai explicitement dit avant. Ah, il avoue, c'est quand même... Ça va, journée bien productive. Donc, tant qu'on est dans l'action, c'est cool. Mais tu as raison, on va faire semblant pour les auditeurs. Ouais. Leur faire croire que, voilà. On se découvre. Les gars, aujourd'hui, épisode un peu spécial. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte que on avait des entretiens avec tout un tas d'invités. Et c'est vrai qu'on les multiplie de plus en plus. Et je pense que le podcast, il prend aussi son importance à travers différents parcours qu'on a pu mettre en avant. Et on s'est dit que finalement, nous, on n'a jamais forcément fait notre parcours l'un et l'autre, enfin de façon individuelle. Et donc, on s'est communément proposé de nous interviewer à travers un épisode chacun. Et Un ou plus. un ou plus, un ou plus, et tradition oblige, on s'est dit qu'on allait commencer par le plus petit. C'est logique. Voilà. C'est normal. Et donc Sergio, aujourd'hui, pour reprendre tes termes, c'est toi qui passes à la moulinette. Ouais. Est-ce que tu te sens prêt ? Oui, je suis d'autant plus près que si vous faites ça mal, j'aurai de quoi réagir par la suite. Les menaces d'entrée. Donc voilà, j'attends. On va driver ça comme si on ne te connaissait pas, Serge. Et puis du coup, on va démarrer cet épisode là après cette petite intro, ce petit préambule. Du coup, je peux raconter ce que je veux, vu que vous ne me connaissez pas. Tu peux raconter. Non, mais du coup, c'est vrai qu'on a vu avec les autres invités, ça va dans... Eux-mêmes refont le parcours et se rendent compte qu'il y a tout un tas de choses. Et puis, je pense que ça peut être intéressant pour chacun de refaire le chemin. Ok. Serge, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le podcast et merci de venir derrière ce micro qui est le tien. J'ai dû bouger mon emploi du temps, essayer de faire un peu de place, mais me voici parmi vous. Quel plaisir, quel honneur. Serge, elle commence comment l'histoire ? Elle commence à quelle date ? Alors, on va mettre fin... Le piège. Ah, merde. On va mettre fin à toute cette légende-là. Je suis né en 1980, le 29 mai, je précise. Mhm. Comme ça, vous notez, vous m'envoyez des cadeaux. Voilà. Je me trompe pas comme toi. Toi, tu as oublié de le préciser. Tu l'as dit, non, tu l'as dit après ton anniversaire, donc trop tard. C'est vrai. Moi, je l'ai dit, donc vous avez quelques mois là Pour agir. agir. 29 mai 1980, donc je suis né le 29 mai comme Honoré de Balzac. Bon, C'est important. C'est dit. aucun intérêt, mais bon, c'est pas grave. Homme de lettres. Et donc, je suis né à Lomé, au Togo. Donc, ouais, c'est comme ça que démarre l'histoire. Alors, le Togo, pour ceux qui ne connaissent pas, pays d'Afrique de l'Ouest. Exactement, tout petit pays d'Afrique de l'Ouest, à peu près 4-5 millions d'habitants. La côte fait 60 km et du nord au sud, ça doit faire 600 km. Donc, c'est une petite bande de terre qui se situe donc entre le Ghana et le Bénin. Ok. Voilà. Bénin, pays plus que fraternel du coup, puisque... Oui, enfin, toute cette zone-là a été découpée par les colons. Donc, moi, je suis bien placé pour le savoir. J'habite pas loin de la frontière. Ok. En gros, en 10 minutes à pied de chez moi, j'arrive à la frontière ghanéenne. Et en fait, quand on entend un petit peu les langues qui se parlent
dans le sud du pays, c'est un peu les mêmes. Les noms de famille se ressemblent beaucoup, les prénoms aussi. Donc en fait, c'est les mêmes peuples qui y avaient là. Et pour des raisons de partage de territoire à la fin de la guerre, ben, forcément, on prend une carte, on trace et puis on dit ben, ça, c'est à la France. Ça, c'est à la Belgique, ça, c'est à l'Allemagne, ça, c'est au Royaume-Uni. Et puis voilà, on se retrouve avec des pays un peu artificiels. Et donc, tu grandis au Togo. Tu grandis au Togo et ton enfance, elle ressemble à quoi, du coup? Alors, tu fais bien de poser la question. En fait, oui et non. J'ai une partie de mon enfance au Togo, une autre partie en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, je vis jusqu'à mes 3 ans, je crois, au Togo. Ensuite, en Côte d'Ivoire, je dois faire 6 ou 7 ans à Abidjan. Et ensuite, je reviens à Lomé jusqu'à la fin du secondaire, donc jusqu'à mon bac. Ça a une importance particulière, ce parcours-là, parce que, en gros, ça m'a forgé un petit peu. Ben, je peux le dire en même temps. Donc, quand je quitte le Togo, j'arrive en Côte d'Ivoire. Je commence l'école là-bas, donc je fais pas la maternelle, je suis à la maison avec ma mère qui me fait du homeschooling, comme on dit. Et puis du coup, je découvre le CP. Je rentre donc un matin, on m'habille et je rentre dans une classe. Il faut savoir que les écoles publiques là-bas, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, donc je dois être dans une classe peut-être de 60, 70 enfants. Ok. Il y a du bruit, une maîtresse qui donne des consignes, je comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai l'habitude d'être avec ma mère, tranquille à la maison. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Il n'y avait pas eu de préparation? Ah non. Ou alors, je m'en souviens pas, mais Ok. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, c'est à peu près ça. Donc, je commence à hurler. Je pleure toute la matinée. À midi, on me ramène chez moi. Et ça dure comme ça, je sais plus trop, mais peut-être une semaine. Ok. Avant que je m'acclimate, entre guillemets, que je commence à rentrer un peu là-dedans. Et puis ça devient un truc récurrent. C'est-à-dire que moi, la rentrée scolaire, c'est un traumatisme, quoi. Je pense que jusqu'au CM1, toutes les rentrées scolaires, c'est le même scénario. Ok. Sauf qu'après, plus ça avance, plus avant la rentrée scolaire, je commence à avoir la boule au ventre. Et puis le jour J, inconsolable, parce que j'ai perdu mes repères, parce que c'est pas le même maître ou la même maîtresse. Et donc je refais ce schéma-là, quasiment tout mon primaire, quoi. Ok. Pourquoi je parlais aussi de ça, c'est qu'en quittant Lomé, en arrivant à Abidjan, je arrive à l'école et puis je commence à parler. Et là, d'un coup, je me rends compte de la différence. C'est-à-dire qu'on se ressemble tous. On est des Africains, le même teint, le même physique à peu près. Il n'y a rien qui détermine un petit peu la différence entre nous. Sauf que quand j'ouvre la bouche et que je parle, la maîtresse me dit « Mais pourquoi tu parles avec un accent burkinabé, toi ?» Ouais. Et là, c'est bien plus tard que j'ai compris ça. Mais en gros, dans chaque pays, on a un peu sa tête de Turc, quoi. Et en Côte d'Ivoire, le Belge, en gros, c'est le burkinabé. Ok. Ok. Donc, tout ce qui est pas français, eux, ils voient pas forcément tout le reste, mais en gros, on te dit, ouais, machin, burkinabé, quoi. Tu vois. Donc, je comprends pas pourquoi elle me dit ça. Et puis, donc, pendant un certain temps, donc je reste là-bas quand même un long moment. Fast forward, donc, je rentre à Lomé. Et là, j'ai la même réflexion, mais à l'envers. C'est quoi cet accent ivoirien? Donc là, je commence à me dire, mais d'où est-ce que je viens finalement? Qui suis-je? Ouais. Donc j'avance un peu rapidement là-dessus parce que c'est ce qui m'a forgé en tant que citoyen du monde, à me dire, mais finalement, c'est bien plus tard que j'ai pris conscience de ce traumatisme à l'époque et que j'ai essayé de le transformer en force et de me dire, finalement, j'étais chez moi, que ce soit à Lomé, que ce soit à Abidjan. Et quand je suis arrivé en France et que on a commencé à me poser des questions, comment tu vis le racisme, etc. Je dis, j'ai déjà vécu des choses beaucoup plus dures parce que je comprenais pas, justement, que les gens me ressemblaient mais ne m'acceptaient pas forcément, juste à cause d'un accent. Et du coup, là, quand j'arrive ici et que je suis vraiment, entre guillemets, une minorité,
il n'y a rien qui m'étonne finalement, quoi. Donc je commence par ça, et parce que tu m'en donnes l'opportunité, mais oui, voilà comment l'histoire commence. En France, t'arrives à quel âge, du coup? Alors, puisque maintenant le mythe est tombé, je passe mon bac, donc j'ai 18 ans, en 1998. Ok. Je passe mon bac et donc dans mon esprit, c'est je vais rester faire la fête avec les copains tout l'été et je vais arriver pour la rentrée, quoi. Sauf que c'est une année électorale au Togo, que les élections ont lieu, je crois, en juillet, et qu'on me dit, bah écoute, c'est bon, t'as ton bac, tu montes dans l'avion avant qu'il y ait les élections parce qu'il risque d'y avoir Du grabuge. du grabuge et des fermetures de frontières. Donc prépare ta valise, tu pars la semaine prochaine. Donc je débarque en France en pleine Coupe du Monde. J'avais regardé un bout de la Coupe du Monde à Lomé et puis j'arrive, je crois, au stade des quarts de finale, si je ne me trompe pas. Mhm. Donc quart de finale. France-Croatie, c'est ça? Non, le quart, c'est Italie. France-Italie. Ensuite, Croatie, les 2 buts de Thuram. Finale, les 2 buts de Zidane. Et je me retrouve sur les champs le lendemain, avoir passé le bus avec les champions du monde, quoi. Mhm. Donc voilà comment j'arrive en France en 1998. Et là, t'as 18 ans. 18 ans. Ok. Le parcours ensuite, t'arrives donc en France. J'ai l'impression que c'est encore un peu le même scénario que pour le CP, c'est-à-dire que pas de préparation, on t'envoie en France et c'est rapide. Ouais, sauf que il y a un truc à prendre en compte. Quand j'arrive, il y a mon grand frère qui est déjà là. Ok. Donc, Jean-Luc est en France. Lui, il vit à Montpellier. Moi, j'ai choisi la fac de Toulouse. Alors, je sais pas si je vous ai déjà dit ça, mais un de mes rêves, c'était de bosser pour la NASA quand j'étais petit. Ok. Non, ça, je ne savais pas. Et du coup, c'est pour ça que je fonçais grave sur les maths. Enfin, voilà, ça me bottait vraiment. Donc, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire un parcours fac parce que j'ai pas forcément envie de passer par les classes prépa, etc. Mais je me laisse la possibilité, en allant à Toulouse, de regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de L'aéronautique, super-héros, etc. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que je choisis ça en cours de terminale. Mais plus l'année avance, plus je me dis, bon, c'est pas très grave, je vais continuer comme j'avais prévu dans les maths et l'informatique. Donc j'arrive, je suis préparé, oui, parce que en gros, quand tu es à Lomé, il faut faire tes dossiers un an avant. Mhm. Donc, faut choisir. Donc, tu choisis, je crois, 3 universités. Et en fonction de tes notes, en fonction des effectifs, vers la fin de l'année, tu as une réponse positive ou non. Et donc, si tu as la première université, tu n'acceptes pas, ben, tu as encore 2 autres choix. Moi, j'ai pris Toulouse. Je crois que j'avais pris Montpellier parce que Jean-Luc était à Montpellier. La 3e, je ne me rappelle plus. D'accord. Donc, pour expliquer, depuis l'Afrique, Ouais. l'équivalent de notre Parcoursup ici, là, Ouais, quand ça. tu vas t'inscrire, toi, tu vises la France. Oui. Les 3 universités que tu mets, elles sont en tout cas en dehors du territoire togolais. Ah oui, en fait, il n'y avait pas de doute pour moi que j'allais partir en France. C'est-à-dire Ok. que, en fait, mon frère a eu le même parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est né au Togo, mais on a la double nationalité. Franco-togolaise. Franco-togolaise. Et que les études, en tout cas dans notre famille, se sont toujours faites à l'étranger. Enfin, en France. Ouais. Donc, que ce soit ma mère, mes tantes, mes oncles, tous sont partis à un moment donné faire leurs études Aix-Marseille, Orléans, enfin bref, ils sont tous partis en France, quoi. Donc, à un moment, donc moi, pendant longtemps, je suis dans le système togolais, donc système togolais, système ivoirien. Et quand j'arrive en 4e, donc il y a des événements, un peu de grabuge à Lomé, et pendant 9 mois, il y a une grève illimitée. Donc imaginez un peu les gilets jaunes, blocage du pays, donc tout le monde est en grève, et vraiment tout le monde, tout est fermé pendant 9 mois. Et le seul truc qui fonctionne, c'est le lycée français. Ok. Voilà. Donc presque en fin d'année, on décide donc de nous inscrire là-bas. En plus, on a la double nationalité, donc c'est possible. Et puis donc j'atterris au lycée français en cours d'année comme ça. Donc finalement, tu changes du tout au tout.
C'est-à-dire que c'est pas les mêmes programmes. Tout ce qui va être maths, physique, etc., ça se ressemble. Mais quand on dit histoire géo, par exemple, je passe des empires africains de l'Égypte antique à Napoléon et compagnie, quoi. Ok. Donc forcément... le fameux nos ancêtres les Gaulois. Ouais, non, c'est dur parce que tu comprends pas ce qu'on te raconte, quoi. On te parle de Cromwell, le Royaume-Uni, machin chouette. Bon, ça m'intéressait pas à l'époque, quoi. Ouais. Donc assez difficile de raccrocher les wagons, sachant qu'en plus, moi, ma mère était prof d'histoire, mais spécialisée justement sur l'Afrique. Donc, tant que j'étais dans ce programme-là, on était plus ou moins connectés. Bon, j'avais les ouvrages à la maison et il y avait une forme de recherche et de passion à travers ça. Et quand j'arrive dans le système français, forcément, sur tout ça, je déconnecte un peu. Ça met un peu de temps, j'arrive finalement à raccrocher les wagons. Et puis, surtout, quand j'ai ce changement-là, je vis mon premier échec. Parce qu'il faut dire, à l'école, j'étais plutôt droit. Bon, je viens de le dire, ma mère était prof, donc forcément, il y avait une certaine rigueur en ce qui concerne les études. Et puis là, donc j'arrive et je suis un peu jeune. Là, pour le coup, c'est vrai. J'ai de l'avance puisque, comme je vous ai expliqué, j'ai pas fait de maternelle. Je suis allé directement au CP. Donc j'avais un an d'avance, 1 an et demi, un an d'avance. Donc quand j'arrive dans ce système-là, il y a un examen en fin d'année pour m'autoriser, donc à continuer comme j'arrive en cours d'année, pour m'autoriser à passer en classe supérieure. Et là, on me dit non. J'essaie de demander pourquoi. Ma mère vient demander les copies pour voir. Donc, on lui dit non, c'est bon. De toute façon, il passera pas en classe supérieure. Donc, je le vis super mal. Je passe tout l'été en mode Rambo, à aiguiser mes lames. Et puis, donc de la 4e à la terminale, c'est ma revanche. Plus jamais on me volera un examen. C'est ce que je me dis. Et donc, je pars dans une recherche d'excellence scolaire. Si vous retrouvez des copains du lycée et du collège, ils vous diront j'étais terrible, quoi. Donc, quand je rentrais avec des 15, je me faisais engueuler. Donc, j'étais vraiment terrible. Mais c'est marrant de faire cet exercice-là, finalement, d'interview comme ça, comme si on se connaissait pas, parce qu'en fait, on se connaît très bien et on se côtoie depuis presque 10 ans de façon hebdomadaire, voilà. Donc, mais en fait, revenir comme ça sur ce passé-là, qu'on n'a jamais détaillé tel quel, ça explique pas mal de choses. C'est-à-dire que là, quand tu parles, je comprends et je vois où sont nés tous ces biais d'excellence, de rigueur et d'exigence envers toi-même, je pense, qu'on pourra expliciter dans la suite du parcours. Mais c'est bien qu'on fasse cet exercice-là. Ouais, c'est vrai que je me mets un peu dans l'exercice et je fais l'effort de revenir loin derrière et puis, comme tu dis, de détailler. Je me pose pas la question du temps et combien de temps on va mettre sur l'épisode. Ouais. On raconte tout ça et on verra. Exact. Donc en gros, au collège, mais dans toutes les matières, histoire un peu moins. Donc j'ai réussi à creuser un peu l'écart, à comprendre tout ça, mais j'ai jamais été passionné d'histoire et de géographie française et européenne. Mais c'était peut-être parce que c'était une fracture justement que... Ouais, en fait, tu entends 2 discours, tu as 2 visions finalement du monde et tu as des intérêts qui sont un peu divergents finalement. Tu vois. Donc, quand on te raconte la colonisation vue de l'Afrique et vue de l'Europe, c'est pas la même chose forcément, tu vois. On a reçu dans ce même podcast Mamadou Seck et son grand frère Bakary Seck, qui avait un papa... un éminent professeur justement à la Sorbonne, je crois que c'était à la Sorbonne, en tout cas dans le réseau universitaire français, et qui lui avait comme sujet de thèse, je me rappelle, ça m'avait marqué, qui avait l'impact de l'éducation française sur les colonies africaines. Ouais, ça doit être intéressant. Ouais,
Donc on leur demandera s'ils ont ça en archive. Moi, j'aimerais bien me replonger dans cette étude-là parce que pour avoir voyagé en Afrique, je vois l'impact que ça peut avoir sur un peuple, justement toute cette éducation nationale, enfin extra-nationale du coup, et comment ça crée une forme de culte réel du coup de l'homme blanc. Et j'avais des discussions justement au Sénégal avec des Sénégalais qui me disaient que, enfin, quand on avait des discussions à comparer un peu les modes de vie, ils ne pouvaient pas concevoir, eux, dans leur esprit, qu'un homme blanc puisse être sans domicile fixe. Ah. Mais vraiment, c'était inconcevable et, Ouais. et j'étais traité de menteur, en fait. Et voilà. Et ça m'avait replongé justement dans cette thèse de doctorat de monsieur Ibrahima Seck. Ibrahima Pape Seck, qu'on salue de sa mémoire. Et donc, du coup, ça me fait penser à ça. J'ai une question justement en parallèle avec ce que tu viens de dire et ce qu'on vient de se dire là. Qu'est-ce qui se passe pour un jeune Togolais, du coup, qui n'a pas forcément la double nationalité pour Parcoursup? À quoi il peut prétendre, du coup? Deux options. Soit ses parents sont friqués et il a la possibilité d'accéder au lycée français parce que ça coûte excessivement cher. Ouais. Soit il a une autre chance, c'est de tomber sur ma mère à l'université du Bénin, qui est le nom de l'université de Lomé. Ne me demande pas pourquoi. Donc en gros, oui, soit tu restes dans ton système togolais et tu vas jusqu'au bout, donc tu vas à l'université à Lomé, ou alors dans d'autres régions d'Afrique. Parce que tu dis lycée français, mais c'est un réseau universitaire, c'est-à-dire que tu peux avoir des diplômes post-bac, c'est ça? Lycée français? Au lycée. Non, quand je dis ça, c'est que tu peux dévier du système togolais, rentrer au lycée français et ensuite espérer atteindre une université française. Ok. Ou alors, tu peux finir le système togolais et chercher une équivalence en France qui est beaucoup plus compliquée. Ok. Voilà. Et pour venir en France, du coup, c'est quoi? Visa? Si tu n'as pas la double nationalité, évidemment. Exact. Oui, c'est visa. Ok. C'est visa. Et donc là, le taux de délivrance de visa, par exemple? Alors, je ne saurais pas te dire, mais tu vois, par exemple, à Lomé, quand tu regardes donc, les gens plutôt de ma génération, donc tu regardes un peu dans les gens qui ont à peu près mon âge, à l'époque, quand on était au collège, etc., quand tu croises des métis, c'est souvent des gens dont les parents sont allés à l'étranger, donc qui ont épousé un Européen. Et tu as beaucoup de Russes. Ouais. Parce qu'à l'époque, les gens qui délivraient des bourses pour les étudiants togolais, c'était plutôt Russie, Ukraine, etc., quoi. Ok. Pas beaucoup France. Ok. Voilà. Donc, juste pour te dire à quel point, ouais, c'est pas si facile, même si c'est une ancienne colonie, d'arriver en France pour un Togolais, quoi. Je prends ce pas de recul un petit peu pour justement poser un peu le contexte d'un point de vue plus global que notre situation ici qu'on a en France. Et je pense qu'on a abordé ça dans le podcast, mais à travers justement ce biais de français. Et de voir aussi à quel point, pour un pays, finalement, attirer les cerveaux, c'est quelque chose d'important. Et retenir les cerveaux, c'est quelque chose qui est encore plus important. Et comment un pays, dans sa souveraineté, il se construit, ça passe aussi par ce système éducatif et retenir les cerveaux. Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'au final, tu as fait tes études, toi, tu as la double nationalité, mais peut-être que si un cursus avait été proposé au Togo qui était équivalent à celui de la France, tu serais resté au Togo et le pays aurait pu bénéficier de ton savoir-faire, tes lumières, tes compétences et ainsi de suite. Alors, je vais vous dire la vérité parce que, en vrai, je m'en fous et je peux dire les choses telles qu'elles sont. Moi, quand je pars de Lomé, je me dis, je vais faire mes études, je reviens. Ok. Sauf que quand je reviens quelques années plus tard, que je vois un peu la situation du pays où tout s'appauvrit, et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme la plupart des anciennes colonies françaises, le Togo est sous une dictature depuis, si je ne me trompe pas, 1967. Et en gros, depuis 1967, les deux qui ont partagé le pouvoir, c'est un président et son fils à son décès.
Les longues dynasties Voilà, c'est plus dynastie, d'autocrates. là, c'est- Les monarchies républicaines. Ouais. Là, c'est les feux de l'amour, quand même. Je sais pas combien il y a d'épisodes, là, mais... Donc, oui, quand tu reviens et que tu te dis, quel que soit ton talent, quelle que soit ton expertise, en fait, il faut aller faire des courbettes à certaines personnes qui sont proches du pouvoir. Ouais. Tu te dis, bah, ok, merci, au revoir, quoi. Ouais. Voilà. Donc, prenez le pays, il est à vous. Amusez-vous avec. Quand vous aurez fini, vous nous faites signe. Tu arrives en France, à Toulouse, et donc là, nouvelle arrivée, nouvelle acclimatation. Ouais. Donc tu arrives dans un réseau universitaire. Oui, j'arrive donc Université Paul Sabatier, c'est l'université de sciences. J'habite pas loin de la fac, donc quartier Rangueil, c'est c'est le quartier qui est vraiment proche de la fac de sciences. Et puis bon, donc j'ai un pote, un frère même que vous avez rencontré, donc qui était là un jour. Pendant un enregistrement de podcast qui était très discret, donc on ne va pas parler, mais Bob, j'en profite Oui, pour oui. On te salue. On te salue. faire un grand coucou, frangin. Et donc lui, on se connaît depuis la 5e. Donc quand il y a les événements, on est au collège protestant de Lomé. Je m'inscris au lycée français et quelques temps après, il arrive aussi au lycée français. Mhm. Donc on se connaissait déjà du collège protestant, mais on n'était pas vraiment potes, quoi. Donc déjà se retrouver dans ce contexte-là où on change de cursus, enfin de programme, et se retrouver au lycée français, donc ça crée un peu des liens. Et puis au final, donc on fait nos parcours comme ça, collège et lycée ensemble, et on devient très très soudés, quoi. Et donc le fameux Parcoursup, quand on coche les villes, on est tous les deux et puis on en discute et puis on coche Toulouse et puis je crois qu'on avait fait les mêmes choix. Donc on est tous les deux acceptés à Toulouse et on débarque à Toulouse ensemble. Alors que de péripéties, parce qu'à la base, Jean-Luc qui était à Montpellier devait nous rejoindre à Toulouse, mais il s'est pris un peu tard dans son dossier de transfert. Donc finalement la première année il reste à Montpellier et puis il vient que l'année d'après. Donc je reste la première année avec Bob. Et puis tous les week-ends, enfin pas tous les week-ends, mais allez, 2 fois par mois, je vais voir Jean-Luc à Montpellier, quoi. Donc c'est un peu ma vie quand ma première année. C'est beaucoup de Toulouse, un peu de Montpellier. Ok. La fac, évidemment, les cours. Tu découvres l'hiver. Voilà. Tu découvres les premières neiges. Verglas, enfin voilà, des trucs que forcément t'as pas connu quand t'as vécu qu'en Afrique. Ouais. Donc ça n'a pas été un traumatisme, au contraire, mais ouais, c'est une autre façon de vivre. Tu découvres aussi les variations, la nuit qui tombe plus vite en hiver, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui... Ouais, une forme d'adaptation à avoir dans les premiers moments, quoi. Mais en fait, je le vois, évidemment c'est une adaptation, mais c'est assez fluide en vrai. Ouais, je me suis jamais posé la question qu'est-ce qui se passe, tu fais quoi, t'es là, tu fais. Voilà. T'étais déjà un citoyen du monde. Exactement. C'est plus tard que je réalise que en fait ça a été facile parce que j'avais déjà été secoué plus petit, mais ça se passe plutôt bien. On en a déjà parlé dans l'épisode sur la valeur, mais du coup on revient un peu dessus. Tu découvres très tôt finalement, ou en tout cas ta valeur, les gens te donnent de la valeur au moment où tu te mets à dessiner. Est-ce que à ce moment-là, tu es déjà dans le dessin, tu t'en fais pour le plaisir, tu as vocation à en faire quelque chose de plus ou... Pas du tout. Alors j'en fais. On parlait de ça, donc tout mon cursus scolaire, quand on arrive à un moment donné en art plastique, forcément les yeux, tu sens qu'il y a quelque chose, quoi, tu vois. Le prof, quand il reçoit ma mère pour les rencontres parents-professeurs, il dit « Ah ouais, excellent élève, machin, tout ça ». Mais, alors c'est pas pour me la raconter, mais à l'époque, c'est un truc parmi les autres. Parce que le prof de maths aussi dit ça, le prof de bio aussi dit ça, le prof de français aussi. Donc, en gros, c'est bon élève. Voilà. Ouais. Et moi, à ce moment-là, je pense que je ressens pas encore... si je le fais machinalement, mais je ressens pas forcément le côté évasion que ça m'apporte. Parce que bon, ça va, quoi.
j'ai une vie sympa quand même. Ouais. Donc il n'y a pas forcément ce côté introspectif. En tout cas, je le ressens pas. Je le fais un peu naturellement. J'en ai déjà parlé, mais ma tante Maryse, donc la mère de Charles qu'on a reçu sur le podcast, a un parcours beaux-arts, design d'intérieur. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'or dans les mains et je la vois faire à la maison. J'ai la chance de monter dans son atelier, voir ce qu'elle fait. Donc, et puis, elle est dans ces trucs de découverte. Donc, on pourra faire le lien aussi avec moi. Mais je me rends compte qu'elle n'a pas peur d'apprendre. Donc, un jour, je monte et puis je découvre l'aquarelle. Alors qu'elle n'en faisait pas. Elle me dit, tiens, je prends des cours. Donc, je regarde et je dis, mais attends. C'est quelqu'un qui prend des cours qui est à ce niveau-là. Donc, il y a moyen, en fait, de devenir très fort, très vite. Ouais. Donc, quelque part, ça débloque un truc où je me dis, bon, bah, moi aussi, je vais apprendre. Tout ce qui m'intéresse maintenant, je vais apprendre. Voilà. Donc, je le fais. Mais en tout cas, quand je suis au lycée, bah, je le fais en art plastique et puis de temps en temps à côté, quand je vois ma tante faire, mais sans plus. Sans le conscientiser, sans en faire un projet ou quoi que ce soit. Et sans même le montrer. Ok. Sans même le montrer. C'est pour toi, ouais. Ça va dans mon carton à dessin et puis c'est tout. Ok. Et quand j'arrive en France, donc à Toulouse, de temps en temps, bah, je sors une feuille, je dessine et puis pareil, je range. Voilà. Ok. Donc il n'y a pas ce côté partage qui est arrivé beaucoup plus tard en fait. Ouais. Et donc Toulouse, t'es dans un cursus scientifique, je suppose ? Scientifique, maths informatique. Et puis finalement, donc je pense que je l'avais déjà raconté, mais je découvre un truc qui s'appelle les maths abstraites, qui me secoue un peu dans tout ce que j'ai pu apprendre, quoi. Et qui ouvre un champ. Je pense que aujourd'hui, je l'aurais vécu différemment, parce que justement, j'aime bien que certaines personnes aient des modes de pensée un peu différents. Mais pour moi, c'est trop... en fait, j'ai passé tellement de temps à bûcher tous les théorèmes et tous les calculs, les machins, tout ça, que d'un coup, on me dit, mais... Le processus de déconstruction, il est trop déstabilisant. Ouais, c'est trop violent, donc je dis, bon, allez, je vais continuer dans l'informatique. Et puis même constat un peu plus tard, c'est-à-dire que ma passion pour le graphisme commence à revenir. Et puis je me dis, c'est pas forcément l'informatique, donc c'est plutôt graphisme et multimédia. Et puis j'arrive à bifurquer par un petit stratagème que j'ai déjà raconté, mais j'arrive à trouver un stage dans une boîte de production qui est un département multimédia. Et puis là, tout ce que je faisais, parce que évidemment j'ai appris un peu avant avec mon ordi, je crois que je l'ai raconté d'ailleurs, j'ai commencé Photoshop en organisant des soirées. Ça fait partie aussi de ma vie étudiante. Il y a un moment où il faut payer les factures, il faut payer à manger. Donc tu commences à aller un peu moins à la fac et à organiser plus de soirées, quoi. Et dans ce processus-là, je découvre Photoshop, un logiciel de graphisme dont je me prends pour passion et que j'utilise encore jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et donc j'organise des soirées, j'ai envie, je me dis c'est sympa ce que tu fais, mais est-ce que ça a un vrai niveau? Les gens kiffent bien les affiches, on dit ah ouais, les mecs qui font telle soirée, les affiches sont sympas. Mais ça c'est le grand public. Moi j'ai besoin à ce moment-là, puisque je me suis auto-formé, j'ai besoin d'avoir une sorte de validation de tampon, quoi. Donc je vais effectuer un stage pour voir ce que je vaux dans un milieu professionnel. Donc ça se passe plutôt bien, mais l'informatique me rattrape. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un virus qui sévit là dans l'entreprise. Et puis on me demande de faire des réinstallations de Windows sur tous les postes, quoi. Donc je clean à chaque fois l'ordi. Et encore, ça rien à voir avec mon cursus d'informatique, mais ayant un ordinateur, j'ai déjà vécu ça un paquet de fois. Donc allez, je commence à cleaner tout le truc, etc. Je fais tout le département multimédia. On me demande d'aller voir aussi au département, au côté de la boîte de production. Et puis au final, je trouve d'où venait le virus. L'ordinateur le plus vérolé, c'était celui du DG. Donc un jour, et lui, en fait, on n'avait pas accès à ça.
Tu lui as bloqué YouPorn et tout est Et rentré puis, dans voilà. l'ordre. C'est ça. Et puis voilà, donc un jour il était absent, donc on m'a autorisé à checker son ordi. Et puis quand je commençais à lancer les scans, c'était plein quoi. Donc finalement, quand on nettoie le sien, ça résout le problème. Ok. Et donc ce qu'il me propose, pourquoi je raconte tout ça, c'est que quand je finis le stage, il me propose de m'embaucher, mais pour faire de l'informatique. L'informatique. Ouais. Donc je dis non merci, je vais continuer, je vais retourner à la fac en maîtrise d'informatique. Et j'en profite cette fois-ci pour me décider. Donc toute l'année, je commence à chercher un moyen, entre guillemets, officiel de faire le virage. Donc j'ai 2 possibilités. Une école de graphisme à Toulouse qui prend un bac+2. En gros, le critère d'entrée, c'est bac+2. Et tu sors avec un diplôme de type BTS. Ou alors, les Gobelins. Donc, pour moi, c'est le truc hyper ambitieux. Et j'en parlerai aussi tout à l'heure, mais je finis juste ça. En gros, c'est une formation en gestion de projet multimédia. Et donc, le critère d'entrée, c'est bac+4 et ça permet d'avoir un bac+5 en multimédia. Donc, je me dis, évidemment, c'est ça qui m'intéresse. Mais je me dis, waouh, c'est sur dossier et si le dossier passe sur entretien. Et c'est à Paris. Et c'est à Paris. Ça veut dire que il faut tout chambouler. Ouais. Et il faut partir. Donc, évidemment, je suis pas trop chaud. J'hésite toute l'année. Et puis, le jour de la clôture des inscriptions, je devais aller à la salle de sport avec les potes. J'ai dit, attendez-moi les gars, j'arrive. Je rentre dans la poste et je poste l'enveloppe. Et il me rappelle. Je me rappelle encore, c'était Coupe du Monde... Oui, c'est ça, Coupe du Monde 2006. Donc encore en juillet. Et je dois monter à Paris. On me dit, tiens, viens passer un entretien. Donc je passe l'entretien. Donc c'est le dossier que j'ai envoyé par courrier. Je passe l'entretien, qui se passe bien. Donc on me dit, je crois que c'est jeudi, pardon. Et le vendredi, on me dit, tu vas sur le site et tu verras s'il y a ton nom ou pas, quoi. Donc je vois mon nom apparaître. Je dis, waouh, incroyable. Donc maintenant, il faut que je me démerde pour trouver les 6700 € de l'année de formation. Ouais, annuel, c'est bien ça. Voilà. Bon, heureusement, c'est que t'es qu'un an. Voilà. Ah, ok. Parce qu'en gros, c'est bac+4 et tu fais ton... tu valides. Ok. Voilà, c'est ça. Et puis, Où vivre c'est ça. Comment déménager. Comment je fais, là, donc comment je déménage, tout ça. Donc, les oncles et tantes, tonton Eric, tata Maryse, ma mère s'organise, me trouve les sous. Ma tante Annie, qui vit à Montgeron, se propose de m'héberger. Elle n'aime pas que je dise m'héberger. Que tu viennes chez elle. Voilà. Ouais. Elle n'aime pas ce mot-là. Il faut bien préciser, parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent depuis le monde entier. Monter à Paris et monter à Montgeron, c'est 2 choses bien différentes. Clairement. Montgeron se situe dans l'Île-de-France. Mais pour nous, Parisiens de la petite couronne initialement, on ne considère pas Montgeron comme l'Île-de-France. C'est vraiment l'endroit quand on dit « tu peux me redéposer chez moi, t'habites où ?» À Montgeron, c'est vraiment l'enfer. Et pourtant, voilà, finalement, j'ai vécu là-bas un an et demi, je crois. Avec la pratique, bon, c'est pas... Comme disait Doudou, tu es obligé de prendre quand même le RER Paris-Bamako pour y aller. Voilà, mais... c'est celui-ci dont on parle. C'est RER. mais bon, c'est pas les branches les plus dangereuses, entre guillemets. Non, du tout. Je mets un petit stop là. Vas-y, allez. Je mets un petit stop parce que on connaît à travers ce podcast, on connaît le Sergio policier, on connaît le Sergio avec le bon branding, tu vois. Oh, ils vont venir. Et là, moi, je vois pas du tout, mais ce qui va se passer. Et là, on y est, mais là, t'arrives à Paris. Mais avant, il y a toute une vie toulousaine que nous, on connaît un peu. Mais on va pas tout raconter, mais t'as parlé du sport. Ouais. T'as parlé du sport. C'est le sport dont on parle. Okay. Non, mais t'as parlé du sport. T'as dit, tu dis à tes gars que tu vas les rejoindre à la salle. Ouais. Il faut expliquer un petit peu quelle est ta relation justement au sport. Parce que moi, les premières fois où je te vois, je me dis, waouh, il y a toujours, je pense, un effet waouh quand on rencontre Serge pour la première fois.
Et tout de suite, quand je parle avec les autres, tu vois, on me parle de tes prouesses sportives, tu vois. Donc, quel est ton rapport un peu au sport? Et je pense que ça va mettre, pour les auditeurs, pas mal de repères aussi par rapport à ton souci d'excellence et autres. Bah oui, forcément, tu vas me renvoyer très loin en arrière parce que, encore une fois, je pense que le sport m'a sauvé la vie. Bon, je m'explique. Des gens vont vous dire que c'est pas très grave, mais en gros, quand je parlais de changer de pays, etc., et de traumatisme que j'ai pas forcément senti ou compris, quand je rentre d'Abidjan et que j'arrive à Lomé, je prends énormément de poids. Ok. Pourtant, à mon sens, je mangeais pareil, que ce soit à Abidjan ou à Lomé, tu vois. Et puis j'ai vécu à Lomé avant. Mais d'un coup, bah, je deviens une petite boule, quoi, tu vois. Je découvre le foot à ce moment-là. On rentre en école de foot avec Jean-Luc, mon frère, et Jean-Paul, mon cousin. Et donc moi, je suis gardien de but. Je me défends, je suis volontaire, mais clairement en surpoids, quoi. Donc j'aime beaucoup le sport. Et puis à cette époque-là, je suis assez jeune. Donc il y a les moqueries, enfin tu vois, il y a tout ça. Ça te touche, mais ça ne te... Je sais pas, je pense que c'est plus violent quand t'es un peu plus grand, quoi. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que quand j'arrive au collège, je crois... Le pire âge pour Voilà. les complexes. Voilà, donc là, d'un coup, il y a une année où je prends beaucoup en taille, je fais beaucoup plus de sport et je perds du poids. Je commence à faire du basket à l'époque, donc j'avais abandonné un peu carrément le foot, c'était devenu un loisir, quoi. On mettra sur le Insta les photos de Sergio Jeune avec les maillots de basket. Je sais pas si je vais vous fournir tout ça, moi. Mais je les ai, moi. Donc je commence à faire du basket, je découvre la muscu avec mon frère Bob. Donc on commence à faire alors des trucs complètement fait maison, avec du ciment, du béton, on se fait Le ciment dans les seaux. Voilà, dans les seaux, et puis on se fait des rondelles comme ça, et puis on dit c'est à peu près 50-70 kilos, voilà. Et puis on se débrouille avec ça. Donc ouais, physiquement, je change à ce moment-là. Je découvre en même temps le hand, qui va devenir mon sport. Donc là, je dois avoir à peu près 16 ans. Donc je joue un petit peu, donc au collège, il y a toujours des cours de hand, mais j'ai pas vraiment la passion. Et puis un été, je vais faire un tour dans un club. Je fais l'intersaison avec eux. Et puis l'année d'après, je démarre les entraînements. Donc hyper physique. Là, pareil, je m'étoffe physiquement et je prends le goût de l'effort. Et ce qu'il faut savoir, et tu parlais de recherche d'excellence et tout ça, moi, à la base, je suis mauvais perdant. À la base, toujours maintenant. Je dis à la base. Les auditeurs, oui. Toujours maintenant. Non. Maintenant, c'est différent. C'est-à-dire, quand je dis mauvais perdant, c'est que... c'est-à-dire que je l'ai mauvaise et puis je vais avoir des mauvaises réactions, etc. Et quand je me rends compte que ça me touche et que ça me blesse vraiment, je décide de ne plus perdre. C'est différent. Oui. Voilà. Donc, comme je ne perds plus, je suis plus mauvais perdant. Voilà. Donc, soyons clairs. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Premièrement, tout ce que je fais qui m'intéresse, il faut que je sois très, très fort. Et tout ce que je fais dans lequel je ne suis pas très fort, je l'arrête. C'est-à-dire que je ne joue pas pour jouer. Je ne fais pas de jeux de société où il y a du hasard, où je vais peut-être perdre. Je ne fais pas de jeux vidéo parce que je ne joue pas souvent, donc forcément je ne suis pas fort, donc je vais me faire tabasser. Donc le moment où je joue aux jeux vidéo, je suis vraiment à fond. Donc je dois avoir 15-16 ans, je suis à fond, j'ai des ampoules sur les doigts, donc j'apprends et puis on se tabasse, quoi, tu vois. Mais dès que je me rends compte que ça va demander un investissement pour pouvoir tabasser quand je veux, je laisse tomber. Ok. Voilà. Donc tout ce dans quoi j'arrive pas à exceller ne m'intéresse pas. Donc en ça, je dis, je suis passé de mauvais perdant à quelqu'un qui ne veut pas perdre. Voilà.
Est-ce que la nuance te va, Félix? Ça va. J'ai tourné la tête, mais ça va. Oh. Bon, si tu peux toujours, on peut toujours débattre. Hein. Oh. Mais voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai ce truc-là qui naît. Et puis, quand j'arrive, donc quand je commence le hand, je rentre dans le club, je suis le plus jeune. Depuis le temps, c'est plus trop le cas dans tout ce que je fais, mais donc il y a ce truc-là, ouais, le petit, tu vois. Ouais. Et donc tout mon travail à ce moment-là, c'est de dégommer, mais vraiment, parce que le hand c'est un sport physique, c'est de marcher sur les gens. Donc, je commence à avoir cet esprit-là de compétition, mais exacerbé. Et t'as ce sentiment, comme l'explicitait mon frère dans l'épisode qui est le sien, de l'outsider finalement. C'est ça. Le gars qui vient se challenger et du coup challenger les autres. C'est ça, mais pas l'outsider qui va rester outsider, hein. Ouais. C'est que Ouais. tu vas me sentir. Et la prochaine fois, quand je me mets d'un côté du terrain, tu vas aller de l'autre. Donc je commence à avoir cet esprit-là, déjà à cet âge-là. J'arrive en France, donc j'arrive à Toulouse. On s'inscrit donc à la fac et puis il y a activité sportive hand. Donc je m'inscris, on arrive au premier entraînement. Donc nous on savait pas comment ça se passait et dédicace à mon frangin Xavier avec qui donc on arrive à l'entraînement et donc on nous donne 1 heure, on arrive au gymnase à cette heure-ci, il y a personne dans le gymnase. Donc on attend peut-être un quart d'heure et puis là on voit tout le monde qui arrive avec le coach. Donc on va se présenter et donc il nous engueule presque quoi. Ouais, il faut arriver un quart d'heure avant, nous on va courir un peu autour du gymnase pour l'échauffement, etc. Je dis voilà le papier que j'ai, l'heure c'est ça, donc voilà on est arrivé quoi. Donc le mec il nous met un peu sur le côté, il nous dit vous attendez que l'entraînement démarre. Et puis au bout de 10 minutes il nous dit bon ça y est vous pouvez venir quoi. Donc il commence à donner des exercices. Et je vois il y a un mec qui doit faire un 90, une bonne centaine de kilos. Et je dis, c'est lui là que je veux. Donc je commence à me mettre aux ateliers où il est. Et puis on commence à faire des 1 contre 1. Je pense qu'il s'en souvient encore. Donc j'ai eu toujours ce truc-là. Si je participe, il faut que tu sentes. Voilà. Il n'y a pas d'esprit Coubertin. Ah non. Ouais. On va pas dire la suite. On va pas être censuré là, non, c'est bon. Mais non, pas d'esprit Coubertin. Je crois que dans la mode des teams, il n'y a aucun esprit Coubertin. Voilà. Donc pour moi, c'est ça le hand. Si tu y vas pour éviter d'être blessé, tu te blesses. Donc vaut mieux blesser que se blesser. Et du coup, après, tu rencontres la musculation. Oui, avant ça, donc quand je fais du hand, c'est très traumatisant pour les genoux. Donc je commence à avoir des soucis du genou. Et puis j'ai la bonne idée. À l'époque, ça commence à être un peu à la mode. Il y a un film qui sort là, qui s'appelle Any Given Sunday, je crois, c'est ça L'enfer du dimanche. Ouais. L'enfer du dimanche. Sur le foot américain. Avec Pacino et Jamie Foxx. Jamie Foxx. Je regarde ça, je dis, bah ouais, en fait, maintenant je vais tout péter dans le foot américain. Il se trouve qu'il y a un club à Toulouse qui s'appelle les Ours. Ils sont bons d'ailleurs, tu vois. Et j'ai une ou deux connaissances qui jouent à l'époque là-bas. Donc je pose la question et je dis, tiens, est-ce que je peux venir participer de ça? Donc j'y vais. J'ai la condition physique du hand, donc ça va quoi. J'ai de la vitesse, j'ai de l'impact. Je fais 3-4 entraînements en pré-saison. Le coach vient me voir, il me dit ouais franchement ce qu'on a vu ça nous va. On va même te donner le cahier de jeu pour savoir ce que c'est. En foot américain en fait c'est que de la tactique et donc chaque action il y a on appelle un jeu quoi. Donc on te dit quelle est la course que tu dois faire en fonction de ton poste et donc en fait il faut que toute l'équipe soit coordonnée. Parce que ça doit se jouer comme une partition de musique, quoi. Et donc, c'est le truc un peu secret qu'on ne donne pas à n'importe qui. Donc, on me donne le cahier de jeu. Et donc, je commence à réviser ça. Je fais encore 1 ou 2 entraînements. Et quand on commence à porter les équipements, là, j'ai vraiment pas l'habitude. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est comme si tu avais un casque... Une armure. Un casque de moto, quoi. Ouais. Donc, tu n'as pas la vision périphérique.
Et sur une action, je vais pour effectuer un plaquage et je me fais bloquer. Donc en gros, le but quand tu es défenseur, c'est d'aller saquer le quarterback. Et tu T'as les défenseurs. as les attaquants Ouais. qui sont là pour protéger leur quarterback. Leur quarterback. Voilà. Donc moi, il y a quelqu'un qui vient sur le côté, je le vois pas, qui me rentre dedans et mon genou tourne. Donc là, je commence à sentir que c'est un peu mort, quoi. J'arrête le hand en même temps. J'arrête le foot américain où je m'étais décidé à devenir ce que j'expliquais tout à l'heure. Et puis, il me reste rien. Donc là, je me retrouve avec toute cette hargne-là. Et j'ai plus de sport dans lequel me mettre. Donc, je décide d'aller évacuer tout ça à la musculation. Donc, c'est comme ça que la musculation devient, entre guillemets, un sport pour lui-même, tu vois. Ok. Mais rapidement, évidemment, je disais, j'aime pas perdre. Donc forcément, si je fais de la muscu, il faut que je sois performant. Et en musculation, tu te bats contre qui, du coup? D'abord contre moi, et ensuite contre les mecs qui roulent un peu des mécaniques quand je rentre dans une salle. Il y en a dans les salles de sport? Voilà. Donc, dès qu'il y a un mauvais regard, une attitude qui me plaît pas, je compte ton nombre de rondelles. Ouais. Et puis, je viens te régler ton compte derrière, quoi. Ok. Voilà. Donc, j'ai cet esprit-là. Et au final, je le fais un peu pour moi parce que ça me fait rigoler. Je le fais aussi parce que je trouve des mecs qui ont un peu le même esprit que moi. Et puis, on devient une bande de joyeux lurons comme ça, qui allons essayer de tout défoncer à la salle de sport. Ok. Bon, on veut des chiffres. C'est important, les auditeurs ils doivent se dire, il parle là. Un chiffre. Maximum au développé couché, 230 kilos, Ok. une répétition. Attends, je mets une pause. Pour ceux qui doutent, il y a la vidéo. D'ailleurs, j'ai envie qu'on mette la vidéo. On va mettre. Non, il n'y a pas la vidéo de celui-là. Ce que tu as vu, ce qui doit traîner quelque part sur YouTube, c'est une fin d'entraînement où je fais 170 kilos 3 fois. Ok. Et à l'époque, je faisais 150 kilos 12 fois et 100 kilos 32 fois d'affilée. Ok. Donc ouais, j'étais T'avais ton solide. niveau. Ouais, T'avais j'étais ton solide. niveau. Ok. Non, mais ça montre aussi justement cette vision entre guillemets de l'excellence. Je sais pas pourquoi je dis entre guillemets, cette vision de l'excellence et puis d'acharnement finalement pour ne pas perdre. Quand tu veux, tu peux. Quand tu as décidé de ne pas perdre, évidemment, il y a des facteurs extérieurs. Dans la muscu, il y a les blessures, etc. Mais je crois que c'est cette volonté de ne pas échouer. Dans ça, j'accepte les petits échecs qui sont formateurs. C'est-à-dire que j'explique à qui veut l'entendre. Pour progresser en musculation, il faut aimer échouer. Il faut aimer que la barre te reste dessus. Parce que c'est comme ça que tu sens la barre que tu ne peux pas encore soulever. Et à force de répéter ça, d'habituer ton corps à encaisser ça, finalement, elle monte, quoi. Tu peux pas juste être là et soulever tout le temps la même chose et espérer que ton corps s'adapte à quelque chose de plus. Donc si tu veux plus, il faut donner plus. Je pense que c'est la bonne analogie avec le monde du business. Non mais clairement, il me semble qu'on avait mis une citation comme ça qui dit si tu veux quelque chose que tu n'as pas encore eu, il faut être prêt à faire ce que tu n'as pas encore fait. Exactement. Donc ça passe par le sport parce que ça s'exprime assez rapidement, mais c'est ancré en moi en fait. Ouais. On a l'épisode des Gobelins qu'on a un peu explicité dans d'autres épisodes du coup, et donc cette arrivée sur le marché de finalement des agences avec ce bagage que tu vas former en tant que chef de projet, expert UX, XD, et tu as déjà un peu explicité le monde des agences. Et puis, dans le premier épisode, on parle de cette envie de liberté, du coup, qui se crée. J'ai envie d'arriver un peu à ce moment-là. Et factuellement, finalement, t'as ce voyage au Brésil qui te met une sorte de tarte. Et qui enlève le voile que tu t'es mis depuis un moment à te dire bon, je vais rester là et statu quo. Et donc là, tu décides de tout plaquer et de lancer ta propre agence. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Ouais, bien sûr. Tu as dit 2-3 trucs que j'ai compris plus tard aussi et je vais te donner le lien aujourd'hui. Donc, quand j'arrive au Gobelin,
c'est un peu un hasard des choses parce que c'est la seule formation qui me permettait de conserver tout ce que j'avais déjà fait en informatique et pas me retrouver avec un bac plus 3 alors que j'étais en bac plus 4. Donc ça me permettait d'avoir un diplôme bac plus 5. Ça, c'est bien pour les parents. Voilà. Et les Gobelins, à l'époque, j'en rêvais, mais pour la partie, pas multimédia, mais la partie animation. Parce que l'école de l'image, c'est la référence en formation d'animateur pour le cinéma. Voilà. Donc Disney, Pixar et compagnie viennent piocher des élèves là-bas. Donc quand je suis à Lomé, donc je vois un peu tous les Disney. Moi, je suis Disney depuis tout petit. Ok. Et puis à un moment donné, ça commence à rentrer dans des trucs très très forts, Le Roi Lion, Aladdin, voilà. Donc Pocahontas. Voilà, donc ça rentre dans des choses qui me touchent vraiment, même sur le dessin. Et je me dis, moi qui aime le dessin, je me verrais bien caractère designer ou animateur dans cette industrie-là, quoi. Mais c'est un peu dans un coin de ma tête. L'autre coin, c'est la NASA, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est juste pour dire je suis une tronche. La NASA, quand t'es à la NASA, t'es une tronche, voilà. Voilà. Et puis, finalement, ça ressurgit comme ça quand je fais mes recherches et je trouve les Gobelins. Et j'arrive dans ce truc-là, département multimédia, juste en dessous, il y a les animateurs. Donc, en fait, pendant ma formation, je passe mon temps à descendre pendant les pauses, à voir comment ils bossent, en fait. Tu vois. Fasciné. Et en même temps, je me dis, ouais, c'est pas vraiment ce que je veux faire. C'est-à-dire que finalement, il faut passer par plein de stades pour arriver à celui de réalisateur ou en tout cas designer senior qui va vraiment être sur son expression à lui. Les autres, c'est vraiment des petites mains qui vont faire toutes les pauses. C'est du travail à la chaîne où tout le travail est compartimenté. Voilà. Il y en a un qui s'occupe des... Et ça, je l'avais pas ressenti quand j'avais un peu imaginé ce truc-là. Voilà. Donc ça démystifie un peu, mais en même temps, je suis un peu dans l'école de mes rêves, même si je suis pas dans le département dont j'avais rêvé. Donc premier hasard du destin. Et le deuxième, dans tous ces Disney que j'aimais bien là, et tu as parlé du Brésil, depuis un certain temps, avant d'aller au Brésil, j'ai des destinations comme ça dans ma tête où je sais que j'ai vraiment envie et besoin d'aller. Et le Brésil en faisait partie. Et j'ai réalisé que quand j'ai pris mon billet pour le Brésil, que ça venait d'un dessin animé que j'avais vu quand j'étais petit, qui s'appelle Aquarela do Brasil. Je pense qu'on peut retrouver ça sur YouTube, où je crois que c'est Donald qui se balade et puis en fait il arrive au Brésil. Et donc c'est un dessin animé dans lequel en fait il y a une main avec un pinceau qui peint en fait tout le décor en direct. Voilà. Et j'avais kiffé ce truc-là. Et j'avais kiffé les images de ça. Et les images, c'était des images du Brésil. Ok. Et donc ça met, en fait, il y a des choses comme ça qui s'impriment en toi sans que tu le saches. Et donc, je kiffais déjà. En fait, j'avais déjà besoin d'aller au Brésil avant d'y aller. Et quand j'arrive au Brésil, c'est exactement. Je vais ce même que pas tu dire. venais chercher. Ouais. En fait, je suis arrivé chez moi, quoi. C'est connexion. Connexion de fou. Je le raconte à qui veut l'entendre. Ouais, j'ai hâte d'y retourner parce qu'il y a une partie de moi qui était là-bas avant que j'y aille. Et il y a une partie de moi qui est restée là-bas depuis que je suis passé. Donc, il faut que j'aille me reconnecter. Aussi vite que possible. Yes. Donc le Brésil te pousse dans l'entrepreneuriat finalement. Ouais, donc je rentre du Brésil, j'arrive à l'agence et puis tout est un peu morose quoi. L'agence est en plein changement, donc c'est une agence qui a eu pas mal de réflexions sur sa stratégie, donc qui a basculé entre l'ingénierie, le digital, puis retourner à l'ingénierie. Enfin bref, ils se posent des questions, ils font plein de rachats. Et donc je commence à comprendre qu'il se peut qu'on soit absorbé par une autre agence, quoi. Donc je dis, quitte à aller faire mes preuves dans une nouvelle agence, autant que je commence à me poser la question, qu'est-ce que tu as envie pour toi ? Donc, je décide de négocier mon départ. Dès que j'entends parler d'une opportunité de rupture, j'en discute avec le DG qui a été très clean avec moi. Et donc, offre de rupture conventionnelle acceptée. Et boum, je me retrouve freelance. Ça n'a pas duré longtemps. En 3 mois, c'était fait quoi.
Ok. Parce que j'arrivais, je regardais, en fait, je passais mon temps à regarder mes photos du Brésil. Je suis rentré à la fin de l'été, donc c'est la période où normalement il y a pas mal d'activités, et puis finalement il n'y avait pas grand chose à faire. Mhm. Donc je tourne un peu en rond, et puis je crois qu'en octobre, ça y est, je suis parti. Tu quittes et tu deviens freelance, comme tu dis. Je deviens freelance, donc je crée pas ma boîte, donc c'est vrai que tu as parlé de ma Ouais. boîte. Non, je crée pas mon studio tout de suite. Je suis freelance pendant un certain temps. Dans l'idée, je me disais que ça allait me permettre de raccrocher les wagons avec mes activités artistiques que je menais déjà en parallèle des agences depuis 2009-2010. Donc là, au Brésil, on est en 2014. Donc là, je me dis, ouais, je vais avoir le temps de développer ma peinture, ma photographie, faire plus de voyages, faire plus d'expositions. Et puis finalement, ça se passe pas vraiment comme ça. Parce que ma deuxième naît à Elan. Mhm. Et du coup, je passe beaucoup de temps avec elle. Et j'arrête un petit peu de voyager à ce moment-là, quoi. Donc ça change un peu mes plans, mais en même temps, c'est une aventure incroyable que de passer du temps avec ses enfants. Et puis, donc, je développe plutôt le côté freelance. Jusqu'à un projet donc, que je mène, j'en ai déjà parlé aussi ici avec mon ami Katitiam, où on décide de créer un programme audiovisuel qui s'appelle Chirose. Mhm. Donc qu'on monte de toutes pièces, et à ce moment-là, il faut une structure pour pouvoir, donc on commence à rentrer en discussion avec différentes structures pour la diffusion de ce programme, et il faut une boîte, quoi. Il faut une structure juridique pour pouvoir signer ce type de contrat. Donc on en discute avec Cathy qui monte sa boîte de production. Moi, je monte le studio Malakit qui, en gros, va me permettre d'exercer les deux parties de moi. Donc une partie qui est liée donc, à l'univers du digital et de la communication, et l'autre qui est vraiment avec une vision créative, visuelle. Donc je mélange tout ça et je dis tiens, je vais pouvoir avoir quelque chose d'aussi hybride que moi. Et je crée donc le studio Malakit en 2018. Yes. Dans ce que tu as pu expliciter là, dans ton parcours, dans ton souci d'excellence, dans ta volonté de ne pas perdre dans le sport, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont servi et d'autres, à contrario, qui t'ont mis certaines pensées peut-être limitantes ou des barrages que tu t'es mis quand t'as sauté le pas finalement dans l'entrepreneuriat? De toute façon, la rigueur me sert jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir quand tu montes une entreprise tout seul, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont pas du tout liés à ton cœur de métier. Déjà, donc je t'en passe à administratif, comptabilité, commercial, enfin voilà, tout ça. Et à côté de ça, ce que j'explique aussi, c'est que il faut déjà comprendre mon activité. Elle est au moins double, comme je disais. Donc une qui est vraiment liée à la création visuelle, à la communication dans un monde plutôt lié à la publicité. Et le deuxième qui est une expression artistique très personnelle. Et donc déjà, ça me permet de mettre un cadre pour pouvoir orienter un petit peu les demandes qui m'arrivent. Et même à moi, permettre de réfléchir un peu mieux à qui je suis, quoi, si tu veux. Donc mettre cette barrière entre moi et les gens, parce que je suis plutôt quelqu'un d'accessible et je sais pas comment dire ça, mais j'aime bien aider les gens. Voilà. Donc je me suis retrouvé souvent à faire des projets plus pour aider les gens que des projets qui me plaisent ou qui me rapportent de l'argent. Et à un moment donné, je suis obligé de mettre un peu ce truc-là pour filtrer un petit peu et dire, ok, ça va dans ce cadre-là qui est entre guillemets un peu plus professionnel, donc on va avoir ces règles-là. Et ça va aller dans un truc qui m'est très personnel, dans lequel je vais pouvoir m'exprimer, et ça me permet de faire un peu le tri comme ça. Mais c'est pas aussi évident que ça.
c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est peut-être un peu déséquilibré, déjà au niveau financier. Ouais. C'est-à-dire que, comme je disais, le monde de la communication, du marketing, les gens sont habitués à pas mal de sommes qui sont assez énormes. Et puis le monde de l'art, je commence à me poser pas mal de questions. C'est-à-dire que si tu veux rester libre et faire exactement ce que tu veux, il faut que tu fasses pour toi et pas forcément pour les autres. Alors qu'il y a beaucoup de ce storytelling où on va chercher l'autre, dans l'art contemporain notamment, où on crée par rapport aux besoins. Alors que moi, j'ai toujours voulu créer ce que j'avais dans le cœur et suivre mon intuition. Donc ça commence à être un peu difficile et je me dis, tiens, c'est déséquilibré. Là, côté tête, entre guillemets, il y a de l'argent qui rentre et côté cœur, je kiffe, mais ça rapporte pas beaucoup, quoi. Donc comment j'équilibre ça ? Et puis à un moment donné, je me suis dit, peut-être que tu vois les choses de la mauvaise façon. Peut-être qu'il y en a un qui nourrit l'autre, en fait. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est même pas ça, c'est que les deux se nourrissent. Il y en a un qui donne l'argent à l'autre et il y a l'autre qui donne du sens au précédent. Voilà. Donc c'est comme ça que tu trouves ton équilibre. Mon équilibre, ouais. Et on en a parlé quand on a eu la conversation avec Isabelle. Il faut être aligné, en fait. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir des racines bien ancrées, et ça, c'est le côté dont on a parlé, qu'on appelait la matrice. On vit dans une société où, même pour faire ce podcast, il faut de l'argent. Ouais. Et puis, on vit dans une société où il faut pouvoir s'évader et pas forcément consommer que du BFM et du CNews. Sinon, en fait, la vie ne mérite pas d'être vécue, quoi. Donc, il faut avoir les deux, la tête dans les nuages et des racines bien ancrées. Au moment où tu montes, donc du coup, ton studio créatif, étant donné que tu es un pragmatique qui sécurise les lignes, les interstices cachés, tu as donc une vision. Ouais. Donc tu crées ce que tu nous as appris par la suite, une plateforme de marque. Et ta vision, du coup, c'est quoi ? Alors, moi, ce que je vois, c'est... Et j'ai fait l'exercice, en fait, avec... c'est quelque chose qui était déjà clair dans mon esprit, mais j'ai fait l'exercice avec des coachs qui ont confirmé cette vision-là que j'avais déjà eue, mais en gros, c'était être libre et avoir la possibilité de libérer des gens. Donc, le maximum de gens possible. Donc, être libre quand tu te places dans la société, c'est faire ce que tu veux. Et pour faire ce que tu veux, il faut que tu gagnes de l'argent pour te libérer des contraintes dont tu ne peux pas, auxquelles tu ne peux pas échapper. Ouais. Voilà. Les loyers, ça se paye, la bouffe, ça se paye, etc. Et donc, il faut que tu arrives à un stade financier qui te permet de choisir ce que tu fais et de faire ce que tu as envie de faire. Donc, c'est ça la vision. Évidemment, quand je l'ai dit comme ça, ça peut paraître flou, mais finalement, toute autre recherche de vision, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Que tu vois, si tu dis j'ai envie d'avoir une société millionnaire ou milliardaire ou machin, tout ça, ça ne me parle pas vraiment parce que c'est pas ça le but en fait. Ouais. Le but, c'est pas d'avoir de l'argent. Ouais. Le but, c'est d'avoir assez d'argent pour faire ce que je veux. Voilà. Donc, une fois que j'ai su ça, en fait, la tranquillité est arrivée. C'est que je cherche juste à financer ma liberté. Voilà. Et le libérer les gens, du coup, c'est par le service que tu vas proposer ? Les deux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous ai parlé aussi du fait que d'emblée, moi, ma vision, c'était... moi, j'ai sauté le pas. Je suis de l'autre côté. Je sais qu'il y a des gens qui ont envie de se libérer de la matrice. Je peux leur fournir des services pour les accompagner. Sauf que je me suis rendu compte que c'était chronophage et peut-être même ça me coûtait de l'argent. Donc, j'ai vite abandonné ce côté-là. Et il y a l'autre côté qui est libérer les gens à travers l'art, où je m'en suis pas rendu compte quand je le faisais, mais au final, la façon dont moi je consomme l'art, et je parle justement pas que d'art visuel, que ce soit la musique ou autre, c'est des moments où je me connecte à quelqu'un qui a créé quelque chose et qui m'envoie un message et que je reçois, dans lequel je me reconnais, ou je reconnais des moments de ma vie. Et donc j'ai dit, à travers ma pratique, il y a un côté très
égocentré où j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens. Mais je sais très bien que la finalité, c'est de le mettre en face de quelqu'un qui va soit ressentir la même chose, soit avoir une connexion avec quelque chose qui lui fait du bien ou qui le fait réfléchir. Donc c'est en ça que je dis libérer les gens, c'est sortir un petit peu de la façon dont ta société est faite. Je parlais de ce proverbe japonais là, du clou qui dépasse, qui attire le marteau. Et j'ai envie qu'on soit tous des clous qui dépassent. Ça, en fait, il n'y a plus de marteau finalement. Voilà. Et c'est comment célébrer la singularité et mettre en avant tous les parcours qui, pour moi, sont exceptionnels. En fait, on est tous des êtres exceptionnels et singuliers. Donc, à tous les niveaux, on doit célébrer ça. Et donc, ouais, l'autre partie, donc libérer les gens, c'est leur dire, écoute, t'es dans la matrice, mais tu es une personne extraordinaire, exceptionnelle. C'est marrant parce que du coup, t'as vraiment deux faces, du coup, en t'entendant. C'est ce côté justement très calculé, cadré. Je pense que c'est ressorti aussi dans les podcasts, ce côté, on va dire, terrestre, tu vois. Ouais. Mais t'as ce côté aussi complètement lunaire, avec une vraie approche finalement spirituelle de l'humain ou du monde ou des énergies, et on le ressent. Et tu vois, quand tu me disais, quand tu m'as dit du coup libérer les gens, moi je voyais vraiment, tu sais, bizarrement tu m'as ramené sur le terrestre, moi qui suis parfois trop lunaire, mais le côté prestation de service, parce que pour parler un petit peu de ta société, en fait, tu réponds constamment à des problématiques. Ouais. Donc c'est des problématiques en fait qui sont une fois qu'elles sont résolues, ça devient salvateur pour la boîte en question. Donc j'ai l'impression que toi t'es un dénoueur, tu vois, parce que les gens arrivent avec, ils s'en rendent pas compte au moment où ils viennent voir Malakith, du coup, parce qu'ils viennent pour peut-être refaire une image de marque ou refaire un logo, voilà. Et en fait, tu les amènes à comprendre que le problème, il est peut-être plus lointain, que peut-être justement cette vision, ils s'en sont écartés ou que ça a mal été décliné, et en tout cas qu'ils ont mis en place des process qui leur faisaient perdre énormément de temps, d'argent, d'énergie et ceci, cela. Et c'était à ça que je pensais quand tu disais libérer les gens. C'est pour ça que c'est marrant. Et effectivement, c'est-à-dire que par rapport à ce que tu dis, moi, je suis guidé par une vision, mais aussi par des valeurs. Voilà. Et dans tout ce que je fais, à un moment donné, j'ai les gens vont appeler ça moral compass. Donc, comment on dit ça déjà? La boussole morale. Où, en gros, est-ce que ça correspond à qui je suis ou qui je pense être? Voilà. Et un des aspects, c'est l'honnêteté. Voilà. Donc, quand j'ai quelqu'un en face de moi, et parfois, c'est à mon détriment. C'est-à-dire que moi, je suis obligé de dire les choses. Si tu viens me voir, tu vois, je passe pas dans la rue et je dis regarde, t'es moche, machin, non, c'est pas de ça que je parle. Tu viens me voir et tu explicites un problème et que je me rends compte que c'est pas le bon. Je vais pas prendre ton argent pour résoudre le problème qui pour moi n'en est pas un. Je vais t'inviter à regarder en face le vrai problème. Voilà. Et si tu es partant avec moi, on va essayer de le résoudre. Donc c'est comme ça que je fonctionne, que j'ai toujours fonctionné finalement, et qui peut être déroutant d'ailleurs en agence. Et je pense que c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je parte de mon côté. Une anecdote, on bosse sur un projet pour Philippe Maurice en Suisse. Et donc on me pose un dossier sur la table, on me dit voilà, le client demande un logo et un poster. Une fois que tu as fait le logo, tu fais un poster pour parler de la promotion d'un truc chez eux, quoi, si tu veux. Donc quand je lis le cahier des charges, enfin le dossier de consultation, je me rends compte que c'est plus profond que ça. Ils ont vraiment un problème ils ont besoin de faire connaître cette marque-là. Donc pour moi, ça fait partie d'un plan de communication global. Et quand je dis ça, le commercial, lui, tout de suite, il se dit
mince, il va aller ouvrir la boîte de Pandore et peut-être que ça va retarder le projet. Parce que là, ce que je vois, c'est beaucoup plus gros, en fait, finalement. Ouais. Le problème, il est fondamental, donc il va falloir travailler un peu plus. Donc fight pendant la réunion où on décide de la stratégie à mener pour répondre à ça. Donc j'ai dit, écoutez, moi, c'est pas compliqué. Si vous avez une autre vision que la mienne ou la mienne ne vous convient pas, vous mettez un autre consultant. Si c'est moi qui le fais, je le fais comme je l'entends. Parce que j'ai compris ça, je ne veux pas répondre autre chose alors que j'ai compris ça. Donc je fais ma réponse en répondant bien sûr à leurs besoins, je fais une estimation de logo, etc. Mais à la fin, j'explique, j'ai compris de ce que je vois dans le truc que vous avez vraiment besoin d'un plan de communication pour faire passer l'idée même de l'entité que vous créez pour laquelle vous avez besoin d'un logo. C'est pas juste le logo, c'est faire adopter cette entité-là. Ah oui, mais bien sûr, c'est exactement ça. Mais en fait, on pensait le faire dans un deuxième temps avec une consultation avec une autre agence avec laquelle on a l'habitude de travailler. Donc je débarque en Suisse donc avec Jimmy, mon binôme de l'époque, dont j'ai déjà parlé dans le podcast. Donc on fait la présentation, donc on fait le logo, etc. Mais ça débouche sur... en tout, on a peut-être fait 10 fois le prix qu'on a eu pour faire le logo. Juste pour créer donc d'autres supports. On a fait des vidéos d'explication. Voilà, on est rentré vraiment dans un plan de communication global, quoi. Donc, parfois, ça peut paraître au détriment de l'argent qu'on te tend. Tu vois, te dire, ah ben non, t'aurais dû prendre ça et en fait, fermer ta gueule. Le 1 tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Voilà, mais moi, ça me démangerait après de me dire, ouais, moi, en fait... c'était pas ça le souci. Par contre, si tu insistes, je vais te le dire une fois, mais si tu insistes et tu veux... On y va. On y va. On ouais. Signe le chèque, c'est pas très grave. Mais voilà, pour répondre à ta question, oui, pour moi, c'est un devoir. Et c'est comme ça que je travaille, quoi. Voilà. Aujourd'hui, du coup, maintenant que tu es seul maître à bord dans ton studio créatif, est-ce que c'est quelque chose qui te... que tu as mis en ligne de conduite, c'est-à-dire d'aller chercher plus loin, et est-ce que tu rencontres des problèmes dans finalement l'éducation du client? Est-ce qu'en gros ça te ferme des portes, mais le bénéfice est plus grand? Est-ce que tu arrives à palper un petit peu ce bénéfice-risque que ça prend finalement d'aiguiller sur une problématique plus large sur le sous-jacent? En fait, ce que je finis par comprendre, c'est que quand tu es ferme dans ta façon d'être, d'un côté, tu parlais pourtant, on est en train de parler de choses très terre à terre, hein, mais j'ai l'impression que tu attires des gens qui ont besoin de gens comme toi, et tu repousses les gens qui ne comprennent pas ça. Donc, je parle souvent de ça, il faut être capable de virer ses clients, entre guillemets. C'est-à-dire que si ça ne convient pas, il ne faut pas attendre que ça se détériore. Il faut dire merci. C'est pas comme ça que je bosse, en fait. Tu vois, c'est pas très grave, en fait. On parle de boulot, là. Et des agences, il y en a un paquet. Des clients, il y en a un paquet. Donc, si c'est pas un match, ça sert à rien de forcer. Donc, j'ai l'impression que plus tu es clair avec ta vision et plus tu l'exprimes. Et en fait, je parle de ça chaque fois, c'est dans la façon dont vous vous serrez la main. Donc, ce contrat de confiance-là, il faut quand vous avez cette poignée de main, on y va ensemble, il faut que les choses soient claires des deux côtés. Mais du coup, il faut que ce soit clair déjà dans ta tête, que ce soit bien défini. C'est pour ça que je parlais il faut que tu incarnes ça et que tu sois comme ça au quotidien. Tu vois, si je me plonge dans mes années où j'étais en agence, en fait, je jouais le jeu en fonction du client. On me dit, là, tu vas chez Crédit Agricole, tu mets ton petit costard, ta petite cravate. Et puis maintenant, je débarque partout avec mon hoodie et mon pantalon cargo, quoi. C'est moi. Voilà. Donc, il y a ce truc-là déjà d'incarner qui on est et ce qu'on fait. Ouais. Et pas forcément d'essayer de séduire un client. Voilà, moi, j'ai abandonné ça. Et je pense que je mets assez de moi et de ma bonne volonté, de mon expertise et de mon honnêteté dans ce que je fais pour ne pas avoir besoin d'en faire plus, quoi. Voilà. Ça résume bien... finalement les précédents épisodes là qu'on a abordés et puis plus largement pas mal d'épisodes qu'on a fait sur ce podcast du Monday Meeting, mais être en phase en premier lieu avec soi,
se connaître, se libérer, Indispensable. justement, en étant soi, on se libère finalement des craintes parce qu'on n'a plus de peur de faire le mauvais choix. On sait que ce choix-là sera le bon, c'est le nôtre. Exactement. Et en faisant ça, à la fois, on choisit notre clientèle, on choisit comment on s'adresse à elle, comment répondre. Et pour être factuel, finalement, parce que moi, je connais ce qu'il y a derrière, hein, Malakit, du coup. Mais les résultats, sans donner de chiffres ici à l'antenne, mais les résultats, c'est une marge exponentielle avec, dans les premières années, d'année en année, doublement du chiffre d'affaires et ainsi de suite. Donc, là où ce résultat n'est pas possible si on fait, entre guillemets, la girouette, à se dire, bah, ma stratégie, c'est celle-ci, puis c'est celle-là, puis c'est celle-là, puis je vais chercher tel type de client, puis une autre, puis... Je sais pas si c'est pas possible, peut-être, hein, mais et c'est ce que je dis à force d'avoir des gens qui viennent à ce micro et qui racontent des histoires qui sont complètement différentes de la mienne. Je dis, il y a certainement d'autres façons de le faire, mais deux façons de le faire pour moi, qui me connaît et qui sait ce que ça va impliquer, comment ça peut me faire souffrir. Bah, c'est ma ligne et je pourrais pas en dévier parce que je sais ce que ça va me coûter. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, j'ai trouvé cette solution-là en cherchant. C'est pas arrivé tout de suite. Mais bien sûr, après, en l'occurrence, c'est des systèmes qui marchent pour d'autres personnes qui se connaissent elles-mêmes, qui sont en phase avec elles-mêmes. Exactement. Et bon, si on faisait un petit exercice de pensée, en effet, il y a tout un tas de process à mettre en place qui passent par le fait de déléguer à fond et donc de reposer sa confiance sur tout un tas de collaborateurs qui ferait que tu pourrais miser sur de la quantité et donc augmenter aussi considérablement le chiffre d'affaires. Mais encore faut-il que tu puisses t'endormir le soir sans avoir des pulsations cardiaques à 200. Exactement, sans me demander à quelle sauce je suis en train d'être mangé là. Non, moi j'avais une question pour toi, Sergio. Oh, dis donc. Non, parce que depuis tout à l'heure, j'écoute, je découvre l'histoire. C'est le premier auditeur du Monday Meeting, c'est Félix. Mais non, j'avais une question pour toi, c'était, ça va peut-être un peu à la suite de ce que vous disiez, c'est quoi aujourd'hui, maintenant que j'allais dire que tu choisis tes clients, est-ce qu'on peut dire que tu choisis tes clients? Oui. Clairement. Mais ce serait quoi ton client idéal? J'ai pas la prétention de vouloir un client idéal. Dans une relation commerciale, je pense pas qu'il y ait un truc qui est parfait. Je cherche pas la perfection, je le dis à qui veut l'entendre. Je veux que ça soit excellent. Donc la première chose, c'est quelqu'un qui comprend qui je suis, ce que j'aime faire, ce que je n'aime pas faire, et qui insiste pas quand je lui explique ça. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'équité. Je te donne une partie de ma vie, tu me donnes une partie de ton argent. Et il faut que ça soit équitable. On va expliciter ça en fonction de... Avant, c'était le temps que j'y passe. Maintenant, c'est la valeur que je crée. Donc, on va s'asseoir. Tu vas m'expliquer ce que tu veux. On va le définir ensemble. On va voir quel impact ça a chez toi et qu'est-ce que tu devrais investir là-dedans. On se met d'accord, on y va. Ça, c'est un point important et c'est un point essentiel parce que dans la tête de la plupart des gens, on vient chercher un prix fixe en tant que client. Ouais. C'est-à-dire que ce que tu ferais pour Louis Vuitton, tu devrais le... Enfin, je vais faire l'inverse. Ce que tu ferais pour la petite boulangerie du coin, tu devrais faire le même prix pour Louis Vuitton. Et dans la tête de la plupart des gens, du coup, c'est ton travail égale le temps. Ça, on a déjà parlé. Et donc, ce modèle est réplicable. Or, si on fonctionnait comme ça dans nos métiers, parce que je pense qu'on a à peu près la même vision avec HDDIF et d'autres entités, mais on pourrait pas... on pourrait pas assouvir nos principes d'enrichissement. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas une question de j'essore le plus gros, mais je fais en sorte que le gros ne m'essore pas, en fait. Bah oui. Et on aura toujours, je pense qu'on a tous en tête le logo de Nike. Hein. Ouais, et puis ça c'est donc on peut déjà développer sur cet angle-là. C'est-à-dire que
le logo de Nike, au-delà de dire que Nike, ça a pété derrière, etc., il y a même le calcul du risque quand tu fais ce logo-là. C'est-à-dire que tu sais pourquoi ça va être fait. Donc, je te regarde, tu as un logo Nike sur la poitrine. Le logo, il n'est pas destiné à rester sur du papier en tête et sur de la communication interne. Il est destiné à être utilisé dans tous les designs de la société. Vêtements, chaussures, tout ce que tu veux. Donc forcément, si on se plante là-dessus, et qu'à un moment donné, on se dit, ça a un bad buzz parce que finalement, ça ressemble à je sais pas quoi, et ça ressemble à une croix gammée, il faut le refaire, imagine le coût. Donc forcément, l'impact que tu as négatif, en tout cas le potentiel négatif que tu as, et le risque que ça impose, mérite d'être bordé. Ensuite, évidemment, il y a le côté positif. Donc, c'est quelque chose qui va te servir à faire passer un sweatshirt qui doit coûter 5 balles à la production, à pouvoir le vendre 100 balles parce qu'il y a ce logo dessus. Donc, il faut que ça aussi, quelque part, ça revienne un peu dans la poche de celui qui a créé ça. Tu vois. Donc, il y a ces deux aspects-là. Et ensuite, tu parlais du prix et en fonction de le prix fixe, entre guillemets. Et le problème qu'on a souvent, c'est que on arrive et puis on dit les prix du marché. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu considères que moi, je suis comme l'autre? Bah non, je viens de passer, je sais pas combien, 1 heure à te dire que je suis exceptionnel. Que la volonté que j'ai mise pour pouvoir soulever 230 kilos développé couché, imagine ce que j'ai mis pour pouvoir développer mon expertise et t'apporter une solution différente, adaptée à ton problème. Ça a une valeur, ça. Tu vois. Donc déjà, je suis pas à me comparer au prix du marché. C'est ce qu'on fait en début de carrière. J'en ai déjà parlé parce que c'est comme ça que tu imagines les choses plus facilement. Mais avec le temps, tu te rends compte que tu fonctionnes différemment, tu fais pas forcément la même chose et tu oublies la concurrence. C'est pour ça que tout à l'heure, tu me posais la question, le client idéal. Je sais pas, du moment qu'il sait que je suis différent et... Non, c'est pas un nom que j'attendais. En fait, c'est un peu la réponse que tu m'as donnée que j'attendais. Ah, bon, parfait. Les qualités du client idéal. Ouais. Parfait. Donc, Donc, il y a ces deux aspects-là. Donc, voir les choses, pas forcément en temps passé, effectivement, et on peut se dire... je donne l'exemple du chirurgien. Un chirurgien chevronné, il va t'opérer et puis il va faire ça peut-être en 5 minutes. Sauf qu'il a appris à faire ça en 5 minutes en 20 ans. Donc il faut que à un moment donné, tu respectes et rétribues ces 20 ans d'efforts à devenir le mec qui t'ouvre et te répare en 5 minutes. Voilà. C'est Poincaré qui disait pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Exact. Donc voilà. Déjà dit, mais je leur dis. Mais redis-le, il faut que ça rentre. Faut que ça rentre. Faut que ça rentre. Donc oui, à la fin on va dire putain, ce mec il est arrogant quand même. J'ai bossé, je continue à bosser. Mais ça c'est un biais aussi qu'on retrouve et vraiment je parle de ce qu'on retrouve dans les croyances finalement communes parce que on les retrouve chez nos clients et c'est des choses qu'on est obligé de désamorcer avec eux. Alors on le fait maintenant avec tact et doigté parce qu'on est habitué à ça, mais c'est vrai que c'est pour des personnes qui se lancent, c'est quelque chose qui peut devenir frustrant en fait, de se dire mais comment j'arrive à monétiser justement ce savoir-faire et comment je fais en sorte que mon client comprenne qui je suis et la valeur que je vais lui apporter. C'est pour ça que c'est important d'avoir justement ce biais-là, ça fait gagner énormément de temps, plutôt de se dire il y a un même mec qui fait la même chose, mais c'est pas la même chose en fait. Et c'est là de voir déjà pourquoi le client est venu à toi, ou même quand tu viens à lui, quand tu te présentes à lui, quel est ton positionnement et comment tu vas installer justement cette valeur, la valeur que tu vas pouvoir apporter, et que lui, le client, puisse le percevoir. C'est hyper important. C'est-à-dire que dans les critères de succès, tu vas avoir plein de choses qui sont mesurables. Tu vas dire, ouais, j'ai fait le truc, j'ai respecté mon budget, j'ai respecté le planning, le truc il ressemble à ce que j'avais prévu de faire. Donc, en gros, le projet, il est réussi. Et tu oublies un truc.
la frustration du client. Mm. Tu peux lui livrer ce qu'il voulait, hein, mais si le chemin n'a pas été tel qu'il imaginait, ou si tu n'as pas su lui expliquer que, ah bah tiens, tu sais, en fait, tu veux faire un site internet, ok, mais il y a une partie du boulot qui t'incombe. Parce que je peux inventer ce que je veux, il y a des choses qui viennent de toi, dans le discours, etc. Il va falloir que tu t'asseyes avec moi, qu'on fasse des ateliers, qu'on soit sûr que ce que tu imagines, c'est la bonne solution pour tes clients, etc. Ça peut être douloureux. Et en fait, à un moment donné, tu vas faire exactement ce que tu avais prévu dans les timings, etc. Mais le client, il va en sortir complètement rincé, frustré. Et il va se dire que tu l'as brusqué. Ou, voilà. Donc il y a ce critère-là qu'on oublie souvent. Mais c'est pour ça que la discussion de départ, il faut qu'elle soit claire. Tu vois, quelqu'un qui vient qui dit j'ai besoin d'un site, j'ai temps. Je dis ouais, mais est-ce que tu as du temps aussi? Parce que tu vas devoir bosser. C'est pas parce que tu prends un prestataire de service, entre guillemets, que tu n'as pas ta part du boulot à faire, quoi. Donc en fait, tout ça, ça clarifie les relations. Et tu parlais de chiffre d'affaires exponentiel, etc. Je dis souvent... je suis pas bon en chasse, je suis bon en élevage. Donc, ça peut paraître grossier de parler de clients comme ça, mais non. C'est-à-dire qu'une fois que tu es avec moi, eh ben, on va travailler ensemble et puis on va définir les contours de cette relation pour que tu réussisses et que par la même... Donc, je parlais d'équité. Dans ce même mouvement-là, moi aussi, je réussis. Et quand je réussis, ça veut dire je suis bien payé et en plus, je kiffe ce que je suis en train de faire parce que j'ai vraiment l'impression d'être utile pour le développement de ta société. Donc c'est ça. Si tu arrives à avoir ça, je dis l'échec, c'est cool. Hein. L'échec, pas l'échec. L'échec. L'argent, c'est cool. Mais si en plus, tu donnes du sens à tout ce que tu as appris et tout ce que tu fais, c'est encore mieux. Clairement. Encore des questions pièges? Ça ressemble à une question piège? Non, du tout. Non, c'était cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas forcément abordées, même si c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on jongle avec tout un tas d'épisodes qu'on a déjà fait et puis d'autres qu'on continuera à faire, donc on ne peut pas non plus livrer l'intégralité. Mais spécifiquement autour de ton business, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément abordées et que tu aimerais... Attends, moi j'ai peut-être un truc avant de laisser la parole à Sergio. On a parlé beaucoup de UI, UX, XD. Est-ce que ça a déjà été expliqué ou pas du tout? Alors, dans le langage UX, User Experience, donc c'est expérience utilisateur, UI, User Interface, et en fait il manque à chaque fois design. Design d'interface. XD, ça n'a rien à voir, c'est un logiciel qui permet de faire donc, du design d'interface, qui est un peu dépassé d'ailleurs. Maintenant, c'est Figma. Bon, tout ça, c'est pour le sponsor. Hein, attention. Donc voilà, donc, en gros, une de mes spécialités, c'est de réfléchir à la façon dont un utilisateur va interagir avec un produit essentiellement digital, mais aujourd'hui tout est un peu confondu, c'est-à-dire que le digital se greffe dans la vraie vie. Donc l'idée, c'est par rapport à une marque ou un produit, c'est comment bien le construire pour qu'il réponde à une problématique donnée pour un utilisateur donné. Donc typiquement, le produit digital, c'est facile, une application ou un site a une fonction et il faut que tu t'assures que cette fonction elle serve aux utilisateurs qui viennent dessus et qui comprennent le chemin et que tu choisisses les bonnes couleurs, le bon design qui représente à la fois les valeurs de la marque mais aussi qui soit simple et compréhensible pour la personne qui l'utilise. Mais c'est la même chose quand tu dois designer un magasin, par exemple, la façon dont tu fais tes rayons et les sens de circulation, enfin tout ça c'est de l'expérience utilisateur. Voilà. Donc ça, c'est un peu la spécialité. Et à côté de ça, parce que justement, et c'est pour ça que j'ai créé la société, c'est que j'ai plein de choses qui m'intéressent. Et contrairement à ce qu'on conseille en général, c'est de se spécialiser pour qu'on vienne te chercher pour ta spécialité. Il se trouve que j'aime plein de choses.
Donc, forcément, en chiffre d'affaires, il y a des choses qui remontent. Hein. C'est-à-dire que expérience utilisateur, design d'interface et branding, c'est ce que je fais le plus. Mais à côté de ça, je fais aussi de la photo, de la vidéo, du motion design avec des motion designers hyper talentueux. Polo, Julien, salut les gars. On les salue. Donc ouais, non, il y a pas mal de choses toujours dans cet univers de la création digitale, quoi. Voilà. Très bien. Ok. Et donc ta question c'était est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai pas parlé? Donc comme je te disais, il y avait une sorte de frustration sur le fait que l'argent et la société me prenaient beaucoup de temps et forcément je délaisse un peu mes activités artistiques. Donc je m'étais dit que peut-être qu'il fallait que je m'engage à faire quelque chose cette année. Ah, j'aime ça. Et à côté de ça, j'ai pas dit que j'allais le faire. Hey À côté de ça, l'année dernière m'a aussi montré que tu fais pas ce que tu veux, quand tu veux. Parce qu'il peut se dresser des barrières qui sont assez compliquées à surmonter. Néanmoins, il y a un projet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis 12 ans maintenant. Ce projet s'intitule Démasqué. Et c'est une série de portraits dans laquelle je mélange la photographie et la peinture corporelle, qui sont, je ne vais pas dire diamétralement opposés, mais qui arrivent à des temporalités un peu différentes. La photographie, c'est plutôt les temps modernes, et la peinture corporelle, c'est une des premières formes d'expression artistique de l'homme. Donc il y a eu les grottes de Lascaux, où voilà, tu commences à ébaucher qui va devenir le dessin. Et la peinture corporelle servait déjà dans différentes choses, donc des rites sacrés, des rites d'initiation, mais aussi dans des rituels de beauté, tout simplement. Et surtout, c'est global, quoi. C'est pas lié à l'Afrique, c'est pas lié à l'Asie, c'est un peu tout le monde et c'est un peu partout. Et c'est quelque chose qui nous lie finalement, c'est que c'est un peu les mêmes pratiques. Tu peux retrouver des designs qui sont, quand je dis design, des façons des figures, des façons de peindre qui se ressemblent beaucoup chez les Maoris d'un côté et chez les Japonais de l'autre, quoi. Donc ça m'a beaucoup intéressé parce que même dans ma pratique artistique, j'ai cet esprit un peu analytique où d'abord je fais beaucoup de recherches, je trouve un sujet qui m'intéresse et je m'y plonge à fond, quoi. Donc j'ai décidé donc dans cette série de libérer, on en revient à la liberté, des femmes en leur montrant le côté exceptionnel que je perçois d'elles à travers donc des peintures, des signes, des symboles un peu type hiéroglyphe que j'ai inventé et que je dessine donc sur leur corps et qui les transforme en un personnage autre, singulier, et qui leur permet donc de voir temporairement cette transformation qui leur donne un peu tous les droits. Voilà. Donc, en gros, tu peux devenir une princesse, une reine, une déesse, le temps de cette séance-là, que j'immortalise avec des photos. Et l'idée, à la base, donc, c'était d'en faire 20-25 et de faire une petite édition. Et je dois être à plus de 200 là. Ouais. Donc, j'avais commencé à faire une maquette de livre, imaginer comment je pouvais raconter cette histoire en images. Et puis le projet est resté un peu à l'état de projet, justement. Et je me dis que cette année, je ne sais pas encore quand, j'ai pas encore vraiment... Si j'ai commencé à réfléchir à l'articulation narrative de ça, parce que je veux le faire avec peu de mots, beaucoup d'images. Donc j'ai commencé à réfléchir à ça. Je pense que j'ai la solution. Maintenant, il faut que je me mette au boulot. Donc je m'engage solennellement à finir ce travail courant 2024, si Dieu le veut bien. Exclu my homies. Excellent. Brand new. Excellent. Voilà. Ah, c'est Le compte à parfait. rebours est lancé. C'est parti. C'est parti. Si vous voulez retrouver du coup ce travail artistique de Serge Ponton,
Vous pouvez le retrouver sur Instagram. Tu peux donner un peu ton Instagram, ton site internet, et puis ensuite celui de la société pour les potentiels clients. Ouais, donc le site internet sergeponton.com, sergekponton.com, c'est celui du cordonnier mal chaussé, parce que je le mets plus à jour depuis peut-être 4-5 ans. Mais surtout parce que finalement, j'ai besoin de communiquer. Effectivement, j'aime bien montrer ce que je fais en même temps que je le fais. Mais j'ai aussi besoin de ce recul-là, et en tout cas sur le site, de me dire j'ai besoin d'attendre que les projets soient finis pour les expliciter dans leur entièreté. Instagram, c'est quelque chose d'un peu plus vivant, spontané. Donc voilà, je poste un peu comme ça. Mais aussi parce que je sais très bien que toi aussi, Vincent, t'es photographe. La photographie ne vit vraiment qu'une fois qu'elle est imprimée. Et je peux montrer autant que je veux mes photos sur Instagram. Quand vous les verrez dans une exposition en tirage, il y a autre chose, quoi. Elles ont une autre vie. Donc j'hésite pas forcément à les poster sur Instagram. Mais le site, je me suis dit, je vais attendre d'avoir une histoire à raconter. Peut-être à la sortie du livre, je ferai une mise à jour du site, je sais pas, mais voilà. Yes. Donc, sergekponton.com et sergekpon pour l'Instagram. L'agence Malakite, donc, j'ai pas parlé du nom. Ouais. malachite-studio.com. Et je crois que c'est Malakite Creative Studio sur Instagram. C'est ça. Malakite qui est une pierre. Donc, j'ai ce côté un peu... Tu parlais d'énergie, de spirituel, etc. J'ai une attirance envers les pierres depuis quelque temps. Je n'avais pas forcément compris ça au départ. Et puis, donc, quand il a fallu trouver le nom de la société, donc je me suis posé, je me suis dit, tiens, je sais que les pierres ont des vertus. Et je vais essayer, donc en regardant un peu les propriétés des différentes pierres naturelles, celle qui se rapproche d'un truc qui me parle. Et donc je tombe sur la malachite, donc il y a des vertus d'apaisement, qui apaise un peu les mots, l'esprit, et qui permet d'avoir un discours clair et structuré. Je dis, tiens donc, pour quelqu'un qui veut faire de la communication, ça peut être utile. Ouais. Et puis, quand je regarde un petit peu la pierre, je me souviens, donc ça me renvoie à mon enfance, où j'allais très rarement dans la chambre de mon grand-père. Quand il nous autorisait à rentrer dans sa chambre, il avait donc une malachite qu'il avait ramenée du Congo, je crois, sous la forme donc d'un nid avec des œufs. Ok. Dedans. Voilà. Et donc, il m'avait autorisé donc, à prendre l'œuf dans ma main, de toucher. Et tout ça, c'est venu d'un coup. Le jour où je cherchais le nom, je me suis dit, attends, mon grand-père qui est une vraie figure paternelle qui m'a, je pense, inculqué pas mal de valeurs que j'ai pas forcément comprises tout de suite, mais qui m'ont forgé et que je retiens jusqu'aujourd'hui. Et qui me taquinait quand j'étais en agence. Ah ouais, ça y est, voilà, ça y est, monsieur, tu as réussi. Monsieur le directeur, il m'appelait. Monsieur le directeur. Et donc, quand j'ai enfin une société que je vais être monsieur le directeur, je me dis, ça serait super beau de lui faire cet hommage en choisissant cette pierre qui nous lie là, finalement. Donc, le communicant se dit malachite pour les gens qui connaissent pas le français et qui voient ça écrit et qui disent malachite parce que c'est écrit avec un C et un H. Je me dis, ça peut être chiant en termes de com'. Parce que les gens vont pas saisir le nom ou on va mal le prononcer. Et puis je dis, bon, c'est pas très grave. Moi, ça me lie à mon grand-père. Et puis finalement, je suis plutôt dans un storytelling du lundi. Donc on en a déjà parlé. C'est des entreprises qui sont plutôt dans la discrétion et qui ont finalement besoin d'avoir des conversations qu'avec leurs clients. J'ai pas besoin d'une renommée internationale. J'ai juste besoin d'avoir mes clients en face de moi. Donc c'est pas très grave. Donc j'ai choisi ce nom-là. Pour ces raisons. Parfait. La boucle est bouclée, le storytelling est impeccable. Serge,
C'était Présent. comment de répondre à ton propre micro? Ah les gars, je vous attends. Hein. Non, c'était cool. J'ai déjà eu l'occasion de le faire donc sur le 1 et 1 Foncast, En effet, ouais. où pour le coup, j'ai parlé un petit peu de quelque chose en particulier, donc quelque chose qui fait ma signature. Donc ce fameux langage hiéroglyphique sur lequel je travaille depuis quelques années et qui continue de s'enrichir. En gros, je travaille avec des formes, des symboles et j'essaie d'avoir une sorte de langage imagé qui me permet de sortir un peu tout ce qui me travaille un peu dans ma tête, quoi, l'expulser entre guillemets. Et donc j'ai raconté ça à votre micro et c'était un bon exercice d'ailleurs parce que j'ai l'impression de le raconter tout le temps, mais je me suis rendu compte que moi je l'avais formalisé quand je travaillais sur le livre et j'ai passé mon temps à écrire ça. Ouais. Donc pour moi c'est clair que c'est dit, mais en fait non. Ouais. Tant que c'est pas publié. Tant que c'est pas publié, en fait, RDV à la fin de l'année. c'est ça. Bon les gars, c'était un sacré plaisir de faire cet épisode en votre compagnie. J'espère que les auditeurs auront apprécié l'échange et puis la science qui en sort, qui en découle. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles parce que ça nous donne de la force, parce que ça nous permet d'avancer et parce que Sinon on dit plus rien. sinon on coupera court un jour ou l'autre. Mettez 5 étoiles, abonnez-vous sur la plateforme de podcast depuis laquelle vous nous écoutez. Parlez-en à vos amis, rajoutez le compte Instagram Monday Meeting le podcast tiré-du-bas, ça. C'est ça. Voilà. Nos initiales MMLP, hein, voilà. Et parlez-en et n'hésitez pas à faire circuler le bruit. On a l'habitude maintenant de donner un petit avis justement qui a été posté, donc on vous incite à le faire, comme ça on lira vos avis à l'antenne. Alors c'est Anonyme 2320 qui nous a écrit et qui nous dit « Premier épisode écouté par curiosité. Je ne viens pas du tout du monde entrepreneurial et je ne suis pas déçu. Au passage, les moments où vous plaisantez sont vraiment des pépites. Je rejoins le commentaire sur la bienveillance. » Attends, tu radotes là, non? Il me semble que... Je l'ai déjà sorti celui-ci? Ah oui. Waouh. Bon, bah écoutez, j'en ressors un autre. Et c'est moi le vieux. C'est incroyable. Est-ce qu'on va pas le couper, ça? Non, surtout pas. C'est comme Comme ça, Anonyme 2320 va se dénoncer. Alors, on a Kaizo 911. Ah, ça, c'est nouveau, ça. Voilà. Et lui, a un épisode où on a parlé des jardiniers et il n'était pas Il n'a forcément... pas kiffé. On s'est déjà excusé plusieurs fois. En tant que jardinier, j'aimerais défendre ma cause dans un podcast futur. Voilà. On te salue, Kaizo, où que tu sois. Et écoute, on étudiera ton profil et avec grand plaisir, tu pourras venir défendre la cause de tous les jardiniers qu'on ne descendait absolument pas. Pas du tout. Voilà, Pas du au tout. C'était contraire. juste le grand écart entre la fonction première et la reconversion, c'est tout. Exactement. Les amis, on a l'habitude de se dire qu'on est sûrement amené à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous.